Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire. Alors ce cours d'histoire porte sur Louis XIV, le roi Soleil, partie 2. Alors dans la partie 1, on a évoqué l'enfance de Louis XIV, on a parlé de la Fronde, ce fameux épisode qui l'a traumatisé, où tous les nobles le pourchassaient et qu'il y avait une révolte pour le détrôner. Cet épisode particulièrement traumatisant pour lui va forger le roi absolu, le roi autoritaire qu'il sera plus tard. Alors, on l'avait vu dans la première vidéo, Louis XIV, c'est un roi qui apprécie les artistes, qui apprécie l'art, hein. On avait notamment parlé de danse, hein. Louis XIV était un excellent danseur. Il apprécie également la musique, l'architecture. Et dans son règne, durant son vivant, Louis XIV a rencontré énormément d'artistes. Il a aussi été mécène. Alors un mécène, c'est quelqu'un qui va aider financièrement des artistes pour qu'ils se développent, pour qu'ils créent, pour qu'ils écrivent. Alors Louis XIV a notamment apprécié énormément Molière. Molière, c'est un dramaturge. Un dramaturge, c'est quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre, Racine, un grand écrivain, Boileau, un poète, qui a écrit beaucoup de poèmes et des satires, et Lully, un compositeur de musique. Alors Lully est un célèbre compositeur de musique et un chef d'orchestre. Et une anecdote le concernant, c'est que à l'époque, les chefs d'orchestre n'avaient pas de baguette, mais une grande canne qui tapait le rythme, le son. Il a malencontreusement tapé sur son gros orteil qui a été blessé et ça s'est infecté et ça lui a coûté la vie. Comme nous l'avons vu dans les précédents cours, en général, les mariages entre roi et reine sont souvent des mariages de raison, ce sont des mariages politiques. Celui de Louis XIV sera un mariage politique. Le 9 juin 1660, Louis XIV et l'enfant d'Espagne Marie-Thérèse se marient à Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, c'est dans le sud de la France. Ce mariage se déroule dans la joie, dans la liesse populaire. Leur union permet le rapprochement des deux pays, de la France et de l'Espagne, qui se faisaient souvent la guerre. On essaye de les marier pour éviter de prochaines guerres. Ce mariage a été négocié par Mazarin. Je te rappelle que Mazarin, c'est le cardinal qui a prêté main forte à la mère de Louis XIV pour la régence. Dans le traité des Pyrénées, on inclut le mariage de Louis XIV et de l'infante Marie-Thérèse. Alors, les deux époux, au jour de leur mariage, ils ont 21 ans. Ils sont cousins. Louis XIV a pour mère Anne d'Autriche. Je te rappelle, Anne d'Autriche vient d'Espagne. Elle est la sœur du roi d'Espagne, Philippe IV de Habsbourg. Ce roi, Philippe IV de Habsbourg, a pour épouse Élisabeth de France, qui est la mère de Marie-Thérèse d'Autriche, mais aussi la sœur de Louis XIII, et qui est le Louis XIII, le père du marié. Ce mariage se déroule dans la même famille. Ils auront 10 enfants. Jusqu'à la mort de Mazarin, Louis XIV préfère s'amuser et il n'est pas très intéressé par le pouvoir. Tout change à la mort de Mazarin le 9 mars 1661. La première décision de Louis XIV est de supprimer la fonction de ministre principal et de prendre personnellement le contrôle du gouvernement dès le 10 mars 1661. Par un coup de majesté, il réunit son conseil et il décrète que l'État, c'est moi. Personne n'a plus le droit de signer aucun document administratif, pas même un passeport, sans en référer au roi. Le pouvoir absolu commence. On se souvient de la Fronde quand Louis XIV était enfant
que tous les nobles, une grande partie des nobles ont essayé de se retourner contre lui, ont essayé de le détrôner, alors Louis XIV a une idée de génie. Il ragrandit le pavillon de son père, le pavillon de chasse, pour construire un énorme château, le fameux château de Versailles. Il impose à sa cour de s'installer à Versailles. Ils auront leur appartement au château de Versailles et le roi va leur imposer une étiquette. Une étiquette, ce sont un ensemble de règles qu'ils devront suivre. Les nobles continueront à toucher leur rente de leur domaine, mais ils vivront à Versailles pour que le roi puisse les surveiller, les contrôler et en faisant ça, le roi s'assure qu'ils ne peuvent pas se rebeller contre lui parce qu'il les aura sous les yeux. Il aura des espions pour voir si quelqu'un essaye de manigancer quoi que ce soit contre lui. On peut aussi parler des dessous du château de Versailles, parce que c'est le peuple, le tiers-état qui a construit le château de Versailles dans des conditions très difficiles. Colbert, hein, celui qui dirige les travaux, instaure une discipline très stricte, tant sur la qualité des travaux, hein, il va être très exigeant avec ses ouvriers, que sur l'assiduité, hein, on leur demande d'être à l'heure. Colbert instaure ainsi en 1670 des peines d'emprisonnement ou des punitions corporelles, donc on va frapper les gens, à ceux qui ne respectent pas ces règles. Ces difficiles conditions de travail vont entraîner de nombreux accidents de travail, parfois même des morts, hein. Il y a des écrits qui rapportent qu'à la nuit tombée, les personnes qui étaient décédées sur leur lieu de travail étaient mis dans des chariots et évacuées du chantier. Et il y a aussi les conditions sanitaires qui étaient très déplorables, hein. On est dans une zone humide. Qui dit zone humide dit beaucoup de moustiques. Et les moustiques sont porteurs d'une maladie qu'on appelle le paludisme. Et donc on a eu il fallait assécher ces zones, ces ouvriers qui le faisaient, donc il y en a beaucoup qui sont malheureusement décédés à cause de ça. Il y avait aussi la sous-alimentation. Le tiers-état était imposé d'impôts, avait des conditions de vie difficiles par rapport à la noblesse. Ils étaient sous-alimentés. On enregistrera jusqu'à énormément de décès à cause de tout ça, à cause, il y a eu les guerres, les impôts, les conditions de travail. Le peuple français vit beaucoup moins bien que la noblesse qui est installée dans le luxe, dans la volupté du château de Versailles. La souffrance du peuple va d'abord être étouffée par le pouvoir absolu, mais au fur et à mesure de l'avancement de la monarchie, ces conditions seront de plus en plus intenables pour le peuple qui, tu verras, se rebellera, et ça, ce sera l'objet d'un prochain cours. Revenons dans la cour de la noblesse, dans la cour royale du château de Versailles. Alors je t'avais dit que le roi Louis XIV avait imposé une étiquette à la cour royale. Donc qu'est-ce que c'est qu'une étiquette? C'est un ensemble de règles imposées par le roi qu'il faudra scrupuleusement respecter. Alors le roi, toute sa journée, tous les courtisans, tous les nobles de la cour royale le suivent. Ça commence dès le matin, à 8h30, le réveil du roi. La noblesse, la cour royale se presse dans la chambre du roi et on va regarder comme il se lève, comment il va s'habiller, son valet l'habille et tout le monde observe ce rituel du matin. Il y a des médecins qui sont présents et même la toilette du roi est regardée, est observée. Donc je t'ai mis à côté une image d'une chaise percée où le roi faisait ses besoins. Les médecins observaient ce que le roi avait fait, hein, dans son toilette. On observait la couleur de son urine, la composition de ses matières fécales, hein, de son caca, on le regardait. Et chaque noble, c'était un privilège pour lui d'aider le roi, hein. Il y avait même un
un noble qui était chargé d'essuyer le derrière du roi, hein. C'était un privilège. Donc le roi Louis XIV, ça ne le gênait pas, c'était une mise en scène, une mise en spectacle de sa vie de tous les jours, c'est un exercice qu'il appréciait. On poursuit la journée du roi, il est 10 heures du matin, le roi se rend à la chapelle du château de Versailles pour y prier, pour y faire sa prière. Il en profite pour saluer le reste des courtisans, il n'y avait que des hommes dans sa chambre pour le lever du roi. Alors je t'ai mis une photo de l'intérieur de la chapelle du roi, hein, qui est au château de Versailles, et tout en bas une autre photo. Tu remarqueras, la chapelle, c'est le bâtiment le plus haut, parce que qu'est-ce qu'il y avait de plus haut? C'était le seul bâtiment qui était plus haut que le château de Versailles. Pourquoi dans le château de Versailles on avait les nobles, le roi, et la chapelle est au-dessus? Pourquoi? Parce que seul Dieu est au-dessus du roi. C'est pour ça que ce bâtiment est plus haut. À 11 heures, c'est le conseil des ministres. Le roi réunit ses ministres. On parle de politique budgétaire, des guerres, des impôts, de comment mener, comment diriger le pays. À 13 heures, c'est le petit couvert. C'est en gros le déjeuner du roi. C'est l'heure de la cantine pour lui. À 13 heures, il prend son petit couvert, hein, son déjeuner, dans sa chambre. Hein. Tu reconnais, là j'ai mis un tableau, on reconnaît en arrière-plan le lit du roi. Dans sa chambre, en général, il prend son couvert avec son frère Philippe, et c'est un repas intimiste, hein, même si le tableau n'y prête pas attention, c'est plutôt intimiste, c'est plutôt calme, c'est un moment calme. Tu verras, le repas du soir, c'est autre chose. Poursuivons la journée du roi. Après le petit couvert, c'est l'heure de la promenade à 14 heures, soit dans les somptueux jardins du château de Versailles avec les dames de la cour, ou pendant la chasse. Alors ce sont des moments privilégiés pour le roi. C'est le travail lié à la détente, au loisir. Il prend quand même des décisions. Hein. Ceux qui l'entourent, ce sont des personnes de confiance. Il en profite pour parler politique, pour parler budgétaire aussi. Hein. De retour de promenade ou de chasse, de 18 heures à 20 heures, le roi va s'empresser de gérer toutes ses affaires administratives, signature de passeport, lettres, courriers à adresser aux autres souverains. À 20 heures, c'est l'heure du jeu, c'est l'heure de la détente. Le roi, accompagné de toute sa cour royale, des nobles, vont jouer, vont s'amuser. Le roi apprécie particulièrement le billard, et ce depuis l'âge de 15 ans. À 22 heures, c'est le grand couvert, le grand dîner du roi. Le grand couvert est suivi de fêtes en général. Pour le souper, on va commencer à accueillir tout le monde, la famille royale, les princesses, les duchesses peuvent s'asseoir, d'autres restent debout. L'huissier demande alors aux gardes du corps d'apporter les gobelets. Sur la table du roi Louis XIV, il n'y a pas de verre. Quand il a soif, quelqu'un lui apporte une boisson. Il boit et le verre quitte automatiquement la table. Hein. Il ne reste pas, c'est par peur d'être empoisonné. Hein. Louis XIV restera méfiant. Hein. Après l'épisode de la Fronde, hein, on se souvient, un épisode qui l'a particulièrement traumatisé. Chaque plat est apporté par 3 gardes et avant d'être servi au roi, il est goûté par un goûteur et puis on va voir s'il ne lui arrive rien. Lorsque les plats de viande sont amenés et goûtés, tout le monde ne peut pas se servir n'importe comment. Hein. Il y a une étiquette, il y a un ordre. Les convives sont servis en fonction de leur rang d'importance.
au départ les plus importants et à la fin les moins importants. C'est le roi qui décide de cette hiérarchie pour mieux tenir les nobles. Ils vont essayer d'être le mieux en mieux vus par le roi pour être mis en avant. C'est un très bon coup de maître du roi pour mater la noblesse. À 23 h, le coucher du roi qui se fait également avec toute la cour royale. Les nobles sont invités à assister au coucher du roi. Dans sa chambre, on va regarder comment se dévêtit et se couche Louis XIV. Alors, Louis XIV avait réputation d'être un glouton, d'être quelqu'un qui mange énormément. Il se dit qu'à son coucher, Louis XIV installait une assiette de viande à côté de son lit au cas où il se réveillerait avec une fringale pendant la nuit. Alors ici, c'est un texte qui a été écrit par Louis XIV pour son fils en 1661. On va le lire ensemble. Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi. Tout ce qui se trouve dans notre pays nous appartient. Les rois sont seigneurs absolus. Mon intention n'est pas de partager mon autorité. Dieu, qui a donné des rois aux hommes, a voulu qu'on les respecte et lui seul peut juger leur conduite. Sa volonté est que quiconque obéisse sans discuter. La tête seule doit penser et prendre des décisions. Les autres membres ne sont là que pour exécuter les ordres. À la lumière de ce texte, comment Louis XIV veut-il gouverner? Eh bien, il veut gouverner seul, sans demander l'avis de qui que ce soit. Rappel, quelle cérémonie indiquait que le roi tenait son pouvoir de Dieu? C'est la cérémonie du sacre. Comme tous les rois de France qui ont été couronnés, sacrés à la cathédrale de Reims, c'est Dieu qui leur octroie leur pouvoir. Donc aucun homme sur terre ne peut remettre en cause le pouvoir divin, le pouvoir royal. Ici, je te montre un tableau qui illustre bien le pouvoir, la grandeur de Louis XIV, le monarque absolu. Alors tu vois, il accueille le prince de Condé à Versailles. On le voit entouré de toute sa cour, il est au centre, mis dans la lumière, et tous les autres, en bas des escaliers, les autres princes sont dans l'obscurité, ils sont dans une position de dominer. C'est le roi, le dominant, c'est lui qui est au-dessus de tous. Alors, Louis XIV était un fervent catholique. Pour lui, c'est Dieu qui avait donné le pouvoir au roi. Donc, tout ce qui était contre le catholicisme, pour lui, n'avait pas lieu d'être, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut décider. Donc, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, l'édit de Nantes, c'était son grand-père, Henri IV, qui avait mis l'édit de Nantes suite au massacre de la Saint-Barthélemy pour que les protestants puissent pratiquer leur culte sans risquer des sanctions ou des menaces. Louis XIV décide de révoquer l'édit de Nantes que son grand-père Henri IV avait mis en place. Henri IV qui était un protestant qui a dû se convertir au catholicisme pour pouvoir accéder au trône de France. Je te rappelle que c'était être fils d'un roi ou dans la lignée de la famille royale et obligatoirement être catholique. Alors ici, c'est une gravure que je t'ai mise qui montre le roi Louis XIV qui révoque, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Donc l'édit de Nantes n'existe plus, il n'y a plus de liberté de culte pour les protestants. Le long règne de Louis XIV lui a également permis d'agrandir le royaume de France. Il va y consacrer une grande partie de son règne à faire la guerre pour agrandir le territoire français. Il va conquérir des nouvelles régions comme l'Alsace, comme le Roussillon. La France va devenir le royaume le plus
grand, le plus vaste, mais aussi le plus peuplé. Et il y a autre chose, c'est le royaume le plus puissant d'Europe. Louis XIV, il va confier à son ministre Vauban, ça doit dire quelque chose, Vauban, le soin de construire des citadelles pour protéger certaines villes et les frontières du pays. Alors, en Alsace, si tu te balades au parc de la citadelle, ça vient de là, ça vient du ministre de Vauban, et bien tu peux voir le barrage Vauban, les murs Vauban, ces grands murs sont ces vestiges de des citadelles qui étaient là-bas. Et si tu te souviens, quand on a visité le conseil départemental, il y avait un espèce de pont couvert, c'est les ponts couverts de Strasbourg, là, à côté du conseil départemental, c'est le barrage Vauban. Alors je t'ai mis un portrait de Vauban. Je t'invite à rechercher sur Google Images, tu tapes Vauban et tu vas tomber sur des chefs-d'œuvre architecturaux que Vauban, hein, c'était un génie de la construction qui reste encore visible et en bon état. Sous le règne de Louis XIV, c'est aussi la grandeur de la France qui est mise en avant. Louis XIV a été entouré de bons ministres, hein. Il chargea à Colbert de moderniser l'économie. Celui-ci va créer des manufactures, hein, c'est des petites usines qui vont fabriquer des meubles, des miroirs, des tapisseries et des objets d'art. Alors, Louis XIV va les exposer notamment au château de Versailles quand il va faire venir les dirigeants, les rois, les reines des autres pays. Ça sera quelque part hein, un commercial des produits made in France, des produits faits en France grâce aux manufactures, grâce à l'art français, aux artisans français qui étaient les meilleurs d'Europe, hein. Il va développer le commerce avec les pays voisins. Au XVIIIe siècle, la France était l'un des pays les plus riches d'Europe. On arrive à la fin de ce cours sur Louis XIV, le pouvoir absolu, le roi soleil. Alors là, c'est la trace écrite que je vais t'inviter à recopier dans ton cahier d'histoire. Alors Louis XIV établit la monarchie absolue et se fait appeler le roi soleil. Ce qu'il faut que tu te souviennes, c'est que Louis XIV ne partageait pas son pouvoir. Il décidait de tout. Il avait une grande autorité et il était craint par la noblesse qu'il a su, dompter en leur imposant leur présence dans le château de Versailles et en leur imposant une étiquette et des règles contraignantes pour pouvoir les surveiller et les avoir à l'œil. Il consacra son long règne, c'est le plus long règne de la monarchie française, à faire la guerre pour agrandir le royaume, à développer l'économie et surtout à renforcer son autorité sur le pays. Voilà, ce cours s'achève. J'espère que tu as apprécié ce cours. S'il y a des mots que tu ne comprends pas, dont tu ignores la définition, je t'invite à chercher dans un dictionnaire ou sur internet et en dernier, mais vraiment dernier recours, à demander à tes parents. Je te dis à bientôt, soit sur la classe virtuelle ou sur le groupe WhatsApp de la classe ou alors dans une prochaine vidéo. Au revoir.